Le désert du Sahara, vaste et impitoyable, domine la majeure partie du paysage nigérien. Pourtant, même au milieu de ces sables, la vie et l'histoire ont prospéré pendant des millénaires. Bien avant l'arrivée des Européens, la région que l'on appelle aujourd'hui le Niger abritait une mosaïque de cultures et de royaumes. Au sud, les terres fertiles qui bordent le fleuve Niger ont vu naître de puissants empires. L'empire Songhai, centré sur l'actuel Mali, a étendu son influence jusqu'à l'ouest du Niger, laissant derrière lui un héritage de commerce et de savoir. À l'est, le peuple Kanouri a fondé l'empire du Bornou, réputé pour sa cavalerie et son savoir islamique. Ces empires n'étaient pas des entités monolithiques, mais plutôt des fédérations complexes. Ils englobaient un large éventail de groupes ethniques, chacun ayant sa propre langue, ses propres coutumes et ses propres traditions. Les Haoussa, connus pour leurs prouesses agricoles et leurs cités-états dynamiques, étaient dispersés dans tout le sud du Niger. Les Touaregs, pasteurs nomades, traversèrent le désert avec leurs caravanes, reliant la région par le commerce. Ces royaumes se livraient à la fois au commerce et à la guerre, forgeant des alliances et des rivalités qui ont façonné le paysage politique. Ils ont développé des systèmes de gouvernance sophistiqués avec des chefs puissants, des tribunaux et des structures administratives. L'islam, introduit par les commerçants arabes des siècles plus tôt, s'était implanté dans de nombreuses régions du Niger, devenant une force culturelle et religieuse majeure. Les mosquées et les écoles islamiques ont prospéré, diffusant l'alphabétisation et la loi islamique. L'histoire précoloniale du Niger témoigne de la résilience et de la capacité d'adaptation de son peuple. Ils ont appris à prospérer dans un environnement difficile, à construire des sociétés complexes et à promouvoir des traditions culturelles riches. Cependant, l'arrivée des puissances européennes à la fin du XIXe siècle allait inaugurer une nouvelle ère, une ère qui allait profondément modifier le cours de l'histoire du Niger. Alors que le XIXe siècle touchait à sa fin, les puissances européennes, mues par un puissant mélange d'ambition économique et de rivalité impériale, se disputèrent le contrôle de l'Afrique. La France, désireuse d'étendre son empire colonial, jeta son dévolu sur l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest, y compris le territoire qui allait devenir le Niger. L'intérêt de la France pour la région a d'abord été suscité par la recherche de nouveaux marchés et de matières premières. Les industries européennes avaient besoin de matières premières comme le coton, le caoutchouc et les minerais, ressources que l'Afrique possédait en abondance. Le Niger, bien que ne disposant pas d'un accès à la mer comme certains de ses voisins, revêtait une importance stratégique pour la France. Le contrôle du Niger permettrait à la France de relier ses possessions d'Afrique du Nord à ses colonies en expansion d'Afrique de l'Ouest, créant ainsi un bloc contigu de territoires français s'étendant sur tout le continent. L'exploration française du Niger commença véritablement dans les années 1890. Des expéditions militaires, confrontées à la résistance acharnée des populations locales, pénétrèrent progressivement à l'intérieur des terres. Les Français eurent recours à une combinaison de diplomatie et de force pour établir leur autorité. Ils signèrent des traités avec certains chefs locaux, les intégrant au système colonial en tant qu'intermédiaires. Cependant, ces traités étaient souvent signés sous la contrainte et ne représentaient pas un consentement véritable. Lorsque la diplomatie échouait, les Français recouraient à des campagnes militaires, utilisant leur puissance de feu supérieure pour mater la résistance. La conquête du Niger fut une affaire brutale, marquée par la violence, les déplacements de population et l'exploitation des populations locales. L'établissement de la domination coloniale française au Niger fut un processus progressif, marqué à la fois par la négociation et les conflits armés. Les Français employèrent souvent une stratégie de division et de domination, exploitant les rivalités existantes entre les différents groupes ethniques pour affaiblir la résistance. Ils signèrent des traités avec certains chefs locaux, leur accordant une autonomie limitée en échange de leur collaboration. Cependant, ces traités étaient souvent ambigus et sujets à interprétation, ce qui permit aux Français d'étendre progressivement leur contrôle. Chef local, Askaochen Ag Mohamed. La résistance à la domination française était généralisée et prit de nombreuses formes. Certaines communautés, comme les Touaregs du Nord, organisèrent des rébellions armées, mettant à profit leur connaissance du terrain désertique. D'autres résistèrent par des moyens pacifiques, refusant de payer des impôts ou de fournir de la main-d'œuvre pour les projets coloniaux. L'un des exemples notables de résistance fut la rébellion menée par Kaochen Ag Mohamed, un chef Touareg.
les forces de Kaochen lancèrent une série d'attaques contre les avant-postes français, perturbant leurs lignes de ravitaillement et leur infligeant des pertes. Les Français répondirent par des représailles brutales, lançant des expéditions punitives qui prirent pour cible les civils aussi bien que les rebelles. Malgré leur résistance acharnée, les Touaregs et les autres groupes furent finalement vaincus par la puissance de feu et les ressources supérieures des Français. Dans les années 1920, la France avait fermement établi son contrôle sur le Niger, l'intégrant à sa vaste fédération d'Afrique occidentale. L'instauration de la domination coloniale marqua un tournant dans l'histoire du Niger, inaugurant une ère de profonde transformation sociale, économique et politique. Section 4. Une colonie au sein d'une fédération, le Niger au sein de l'Afrique occidentale française. Une fois leur autorité fermement établie, les Français intégrèrent le Niger à leur vaste colonie d'Afrique occidentale française. Cette fédération, dont le siège était à Dakar, au Sénégal, englobait la majeure partie des possessions françaises d'Afrique de l'Ouest. Du point de vue de Paris, le Niger, enclavé et apparemment pauvre en ressources, était considéré comme un territoire reculé, une source de matières premières et une zone tampon protégeant des colonies plus stratégiques. Cette marginalisation au sein du système colonial français eut des conséquences durables sur le développement du Niger. Les investissements dans les infrastructures, l'éducation et la santé étaient minimes, laissant la colonie sous-développée et mal préparée aux défis de l'indépendance. L'administration française au Niger était caractérisée par sa centralisation et sa dépendance à l'égard d'un petit groupe d'intermédiaires africains. Les chefs traditionnels étaient souvent cooptés par le système colonial, servant d'intermédiaire entre les autorités françaises et la population locale. Ce système, bien qu'efficace pour maintenir l'ordre, eut pour effet de saper les structures de pouvoir traditionnelles et de créer de nouvelles divisions sociales. Les Français introduisirent également des cultures de rente, telles que le coton et l'arachide, afin de stimuler la croissance économique et de répondre aux demandes des industries françaises. Cependant, cette focalisation sur les cultures de rente se fit souvent au détriment de la production alimentaire, rendant le Niger vulnérable à la sécheresse et à la famine. La période coloniale vit également la diffusion progressive de la langue et de la culture française, en particulier au sein de l'élite. Si certains Africains bénéficièrent d'un accès à l'éducation occidentale et à des opportunités au sein de l'administration coloniale, la grande majorité de la population resta plongée dans la pauvreté et l'analphabétisme. Section 5. Les germes du changement, les prémices du nationalisme nigérien. Si la domination coloniale française entraîna des changements importants dans la société nigérienne, elle sema également les graines de sa propre disparition. Le fait même d'imposer un système de gouvernement étranger qui privilégiait les intérêts et la culture français suscita un sentiment de ressentiment et un désir d'autodétermination. Les premières expressions du nationalisme nigérien furent donc souvent subtiles, trouvant leur voie dans les mouvements religieux, les associations culturelles et les écrits d'une élite instruite naissante. Ces premiers nationalistes remettaient en question la légitimité de la domination française, affirmant que les Africains étaient capables de se gouverner eux-mêmes. La Seconde Guerre mondiale marqua un tournant dans la lutte pour l'indépendance au Niger, comme ce fut le cas sur tout le continent africain. Les soldats nigériens, recrutés pour combattre aux côtés de la France contre les puissances de l'Axe, furent les témoins directs de la vulnérabilité de leurs maîtres coloniaux. Les contradictions entre le fait de se battre pour la liberté à l'étranger tout en se voyant refuser les droits fondamentaux chez soi ne furent pas perdues pour ces soldats de retour au pays. De plus, la guerre avait affaibli la France, tant sur le plan économique que militaire, la rendant plus réceptive aux appels à la décolonisation. L'après-guerre connut une vague de sentiments nationalistes à travers l'Afrique, et le Niger ne fit pas exception. De nouveaux partis politiques viraient le jour, réclamant une plus grande autonomie et, à terme, la pleine indépendance. Ces partis bénéficièrent du soutien d'une classe ouvrière urbaine croissante, d'agriculteurs mécontents et d'intellectuels influencés par les idées panafricaines qui circulaient dans d'autres parties du continent. Le décor était planté pour une confrontation entre les forces du colonialisme et la vague montante du nationalisme nigérien.